Ce magazine vous est proposé par le groupe NCA Assurance et Banque. Les archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. La révolution voltaïque se porte bien. Elle se porte très bien à la satisfaction du peuple voltaïque engagé dans la lutte contre ses ennemis. Peuple voltaïque engagé également dans la construction d'une haute volta nouvelle, d'une haute volta beaucoup plus responsable, plus digne et partant plus prospère. Si le président du Faso se réjouit de la bonne santé de la révolution, c'est parce qu'en 2 ans, le visage de son pays, mais également et surtout les esprits des populations, ont considérablement changé. La Haute-Volta a été rebaptisée Burkina Faso et le pays ressemble à un vaste chantier à ciel ouvert. Mais, et c'est cela la révolution, ce sont les populations qui travaillent, qui bâtissent, qui se mobilisent, qui gouvernent à travers les comités de défense de la révolution, les CDR, qui rendent la justice à travers les TPR, les tribunaux populaires révolutionnaires. Même les plus jeunes ne sont pas en reste. Eux aussi participent, s'engagent à travers les mouvements des pionniers. Le camarade président et les autres 3 leaders de la révolution peuvent être fiers du mouvement, de la mobilisation qu'ils ont suscitée depuis le 4 août 1983, date du putsch militaire qui les a installés au pouvoir. Désormais au Burkina Faso, on vit au rythme de la révolution qui est entrée jusque dans les lits, comme le disait le chef de ce mouvement. Suite de notre série consacrée au capitaine Thomas Sankara. Le mythe de l'enrichissement sans foi ni loi, selon les expériences de la jungle capitaliste des années d'après-guerre, s'est définitivement évanoui au Burkina. Notre patrie est un chantier où les critères de la moralité, les soucis de justice sociale, le respect des droits fondamentaux à une vue, à une existence toujours meilleure, ne sont pas de vains mots, mais se matérialisent dans la pratique sociale de chacun de nous. La spécificité de notre révolution, son exemplarité et son rayonnement tiennent à ces valeurs cardinales que nous avons su défendre farouchement jusque-là. Valeurs du travail et du dévouement au pays, à la révolution qui se traduit par l'engagement sur de nombreux fronts, mais également des réalisations fortes et palpables. Campagne massive de vaccination des Burkinabés qui va faire chuter le taux de mortalité infantile jusqu'alors le plus élevé d'Afrique. Construction d'écoles et d'hôpitaux, campagne de reboisement, plantation de millions d'arbres pour faire reculer le Sahel. Grande réforme agraire de redistribution des terres aux paysans, élévation des prix et suppression des impôts agricoles. Aide au logement, interdiction de l'excision. Thomas Sankara. Il y a des retenues d'eau que nous avons creusées de nos propres mains, alors qu'ailleurs ce sont des grands engins qui les réalisent. Nous n'avons pas ces moyens pour les faire. Nous les avons réalisés de nos propres mains. Les populations ont travaillé jour et nuit pour construire des écoles. Il y a des dispensaires que nous avons pu construire. Il y a des routes que nous avons refaites, des ponts que nous avons refaits. Il y a des logements qui ont été construits, 500 villas en 4 mois. Nous avons fait la restructuration du commerce, de l'économie, des dispositions sur le plan militaire également pour notre sécurité, faire en sorte que le peuple participe à sa propre défense et que l'armée ne soit plus un groupe d'individus peut-être spécialisés qui, ayant appris le métier des armes, aurait pour lui et lui seul le contrôle de ces armes. Tous ces actes ont été posés. Mais le plus important, je crois, c'est le fait d'avoir amené le peuple à avoir confiance en lui-même, à comprendre que finalement, il peut s'asseoir et écrire son développement. Il peut s'asseoir et écrire son bonheur. Il peut dire ce qu'il désire. Et en même temps, sentir quel est le prix à payer pour ce bonheur. Cela a été très, très, très déterminant dans ce pays-là. La révolution s'attaque vraiment à tous les sujets, même les plus inattendus comme la lutte contre la prostitution. Thomas Sankara. Vous savez qu'une femme se prostitue, une femme se livre à ce commerce ignoble, simplement parce que la société si mal organisée l'a réduite et contrainte à cela. Mais ce n'est pas un choix délibéré. Si elle avait la possibilité de faire autrement, elle le ferait. Et je tiens à préciser tout de suite qu'au Burkina Faso, nous luttons contre la prostitution, mais nous protégeons la prostituée. Nous protégeons la prostituée comme étant une victime de la société
de l'exploitation dans la société. C'est la lutte de classe qui a conduit des femmes à se retrouver dans cette situation extrêmement déplorable. Et nous sommes en train de créer des emplois pour les prostituées, pour les femmes, afin que, conquérant ainsi un pouvoir économique, elles puissent connaître cette alternative bénéfique d'abandonner la prostitution pour une pratique beaucoup plus honorable pour leur corps, pour leur âme, pour leur esprit. Et cela commence à se faire. Et même de façon plus significative, de façon plus marquante, peut-être même un peu provocatrice, nous voulons décomplexer des prostituées en leur donnant la possibilité d'accéder à des lieux jadis réservés à des hommes, à des personnes fréquentables. Et je ne désespère pas, lorsque vous viendrez à Ouagadougou, car j'espère que vous viendrez un jour à Ouagadougou, que vous verrez dans ce restaurant social que nous sommes en train de construire, d'anciennes prostituées qui seront à la cuisine et qui seront au service et qui, sans complexe aucun, vous expliqueront, vous parleront de leur passé de prostituées et de leur présent beaucoup plus heureux de femmes reconverties. Je ne désespère pas non plus qu'un jour vous voyez dans notre administration, dans les secrétariats de la présidence, pourquoi pas, d'anciennes prostituées reconverties et fières d'avoir été reconverties ainsi et pouvant propager la bonne nouvelle, c'est le cas de le dire, auprès de celles-là qui continuent de penser qu'elles n'ont d'autre issue que de se livrer à la prostitution. Fidel Kientega, conseiller diplomatique et chef du département des affaires politiques de Thomas Sankara. Un jour, quand Thomas menait son combat contre la prostitution, je suis entré dans le bureau lui dire, écoute, camarade président, je pense qu'on a d'autres choses à faire que ça. C'est le plus vieux métier du monde. Si des femmes ne le pratiquent pas pour de l'argent, il y en a qui le pratiqueront parce qu'elles y prennent goût. Et il y a des prostituées de luxe. Rien ne peut remplacer ce qu'elles gagnent en faisant ce métier. Il m'a répondu, ce n'est pas parce qu'une chose est difficile qu'il ne faut pas l'essayer. Et il m'a fait tout son discours sur la femme, la noblesse qu'il veut lui attribuer, etc. Mais aussi le travestissement de ce que les cultures ailleurs nous ont apporté, dont aussi la prostitution, parce que il faut reconnaître qu'en Afrique traditionnelle, en tout cas ici pour autant que je sache, même s'il y avait de la prostitution, c'était véritablement dans une considération toute culturelle et résiduelle. Alors ça traduit tout ce qu'était l'homme du point de vue de se battre pour un idéal, même quand il sait qu'il le réalisera peut-être pas. Malgré la rudesse et l'austérité qu'impose la révolution, la défense et la culture restent au cœur des préoccupations des dirigeants burkinabés. Ouagadougou reste une place forte pour le cinéma et même la musique africaine. Le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, continue de réunir dans la capitale en chantier de nombreux professionnels acquis pour beaucoup à la cause des capitaines qui dirigent le Burkina. Le FESPACO, si nous y tenons, ce n'est point par une espèce d'orgueil mal placé, ce n'est point par plaisir de collectionner, comme certains États semblent vouloir le faire, les titres et de nous constituer un peu comme le centre du monde, comme le nombril du monde. Ce n'est point cela. Mais c'est tout simplement parce que nous avons conscience nous-mêmes que le cinéma et la purification du cinéma est une exigence de notre lutte. Exigence qui fait que nous devons conquérir nos écrans, que nous devons reconquérir notre culture et que l'écran, la caméra, le film et le message qui y sont portés, tout cela constitue un univers culturel, constitue un espace idéologique que nous devons occuper, sous peine de le laisser occuper par d'autres. En politique, c'est un peu comme à la guerre. Lorsque vous n'occupez pas le terrain, c'est l'ennemi qui l'occupe. Et nous avons le devoir d'occuper le terrain du cinéma, faute de quoi, c'est d'autres qui vont l'occuper et qui vont enseigner et qui vont diffuser, distiller les messages qui les intéresseront. Alors, sachant que nous avons là, dans le domaine du cinéma, à faire face à un système organisé, même si apparemment il est fait de loups qui se dévorent, qui semblent se dévorer entre eux dans le cinéma, sachant que nous avons affaire à un système organisé,
dialectiquement, nous ne pouvons aller qu'en ordre serré et organisé, nous aussi, contre ce système-là. Faute de quoi aussi, nous aurions simplement eu de la compréhension de la lutte, une compréhension très limitée, très petite bourgeoise, simplement intellectuelle et pas du tout accrochée aux réalités. Nous ne demandons pas que le monde soit construit uniquement pour les Noirs et contre les autres hommes. Nous voulons en tant que Noirs apprendre aux autres hommes à s'aimer entre eux. Malgré leur méchanceté contre nous, nous saurons résister et ensuite leur enseigner ce que c'est que la solidarité. Mais nous savons également qu'il nous faut être organisés et déterminés. Les frères sont en Afrique du Sud. Ils doivent être libérés. Sur le plan diplomatique, Thomas Sankara est tout aussi actif. Et désormais, sa voix porte. Il mène une activité intense à un rythme tout à fait inhabituel pour un pays aussi modeste que le Burkina Faso. Après sa longue tournée en Afrique, il a conduit dans les pays tels que l'Angola, le Mozambique, le Congo, le Burundi, la Tanzanie, l'Algérie et le Sahara occidental, où il est le premier à effectuer une visite officielle et à reconnaître la République sahraoui démocratique. Il va dès son retour à Ouagadougou écrire une lettre au président de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, pour annoncer la décision du Burkina de boycotter les Jeux olympiques de Los Angeles pour les violations répétées de la Charte des Nations Unies à propos de l'Afrique du Sud, notamment par le Royaume-Uni qui participe régulièrement à des rencontres de rugby avec la nation sud-africaine. Mais il va rapidement marquer les esprits à la fois de la jeunesse africaine, mais également de la diaspora noire et des autres nations révolutionnaires lors de sa tournée américaine, où il est invité dans le cadre de la 39e session des Nations Unies. Après un arrêt effectué chez son ami Fidel Castro à Cuba, il ne peut effectuer son escale à Atlanta comme il le souhaitait. Il y est invité par le leader américain Andrew Young, mais les autorités de Washington refusent de le laisser y atterrir. À New York, il ne résiste pas à une autre provocation au symbole de l'impérialisme américain, une visite à Harlem, le Harlem noir. Notre Maison Blanche se trouve dans le Harlem noir. That's what I said and I will repeat myself. My White House is in the Black Harlem. Ils sont nombreux qui considèrent que Harlem est un dépotoir. There are many who think of Harlem as being a backward place. Ils sont nombreux qui considèrent que Harlem est fait pour étouffer. There are numerous those who thought that you can breathe in Harlem. Mais ils sont nombreux ceux qui pensent que Harlem donnera à l'âme africaine toute sa dimension. But there also are numerous those who think that Harlem will give to the African world its real dimension. Il est important que chaque jour, chacun de vous se souvienne d'une chose. It's very important that every day, every single one of you remember one thing. Pendant que nous sommes là en train de discuter, pendant que nous sommes là en train de nous parler entre Africains, while we are here having this dialogue among Africans, il y a des espions qui sont là pour rendre compte demain matin. There are some spies here that are going to tell on us tomorrow morning. Mais nous leur disons qu'ils n'ont pas besoin d'amener des micros secrets, puisque même si la télévision venait ici, nous allions répéter exactement la même chose. We are telling them they don't have to bug us, because even if the TVs were here, we will say the same thing. Alors, il faut vous dire que nous avons en nous la force et la capacité de combattre l'impérialisme. We are telling you that we have within ourselves the power to fight imperialism. Et la seule chose dont vous devez vous souvenir, c'est que quand le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. Remember this. When the people stand, imperialism trembles. C'est au cours de ce passage que se tissent les liens avec la communauté afro-américaine dont les représentants se rendront régulièrement à Ouagadougou au FESPACO, le Festival panafricain du Sahel. L'impérialisme, le néocolonialisme
l'impérialisme, le racisme, le fantochisme. Gloire, dignité, pouvoir, la patrie ou la mort, la patrie ou la mort. Merci camarades. Le passage à New York est également l'occasion de s'illustrer, de se faire le porte-parole de 100 voix à la tribune des Nations Unies. Cette fois-ci, le discours n'est pas improvisé. Je viens à cette 39e session vous parler au nom d'un peuple qui, sur la terre de ses ancêtres, a choisi dorénavant de s'affirmer et de s'assumer dans son histoire, dans ses aspects positifs comme dans ses aspects négatifs, sans complexe aucun. Je viens ici enfin, mandaté par le Conseil national de la Révolution du Burkina Faso, pour exprimer les vues de mon peuple concernant les problèmes inscrits à l'ordre du jour et qui constituent la trame tragique des événements qui fissurent douloureusement les fondements du monde en cette fin du XXe siècle. Un monde où l'humanité est transformée en cirque, déchirée par les luttes entre les grands et les semi-grands, battue par les bandes armées, soumise aux violences et aux pillages. Un monde où des nations, se soustrayant à la juridiction internationale, commandent des groupes de hors-la-loi vivant de rapines et organisant d'ignobles trafics de fusils à la main. Nous réclamons que s'intensifie à travers le monde la campagne pour la libération de Nelson Mandela et sa présence effective à la prochaine Assemblée générale de l'ONU comme une victoire de fierté collective. Pendant 1 heure, Thomas Sankara dénonce avec ces termes tour à tour l'impérialisme, la colonisation, l'exploitation, le mépris des grandes puissances. Tout y passe. Que nous sentons sur notre joue, tout coup donné à n'importe quel homme de ce monde. Nous avons jusqu'ici tendu l'autre joue. Les gifles ont été redoublés. Mais le cœur du méchant ne s'est pas attendri. Ils ont piétiné la vérité du juste. Nos yeux se sont ouverts à la lutte des classes. Il n'y aura plus de gifles. Il faut proclamer qu'il ne peut y avoir de salut pour nos peuples que si nous tournons radicalement le dos à tous les modèles que tous les charlatans de même acabit ont essayé de nous vendre 20 années durant. Il ne saurait y avoir pour nous de salut en dehors de ce refus-là. Pas de développement en dehors de cette rupture. Nous proposons également que les structures des Nations Unies soient repensées et que soit mis fin à ce scandale que constitue le droit de veto. Rien ne justifie ce droit. Ni la taille des pays qui le détiennent, ni les richesses de ces derniers. Si l'argument développé pour justifier une telle iniquité est le prix payé au cours de la dernière guerre mondiale, que ces nations qui se sont arrogées ces droits sachent que nous aussi, nous avons chacun un oncle ou un père qui, à l'instar de milliers d'autres innocents arrachés au tiers-monde pour défendre les droits bafoués par les hordes hitlériennes, porte lui aussi dans sa chair les meurtrissures des balles nazies. Que cesse l'arrogance des grands qui ne perdent aucune occasion pour remettre en cause le droit des peuples. L'absence de l'Afrique du club de ceux qui détiennent le droit de veto est une injustice qui doit cesser. La mobilisation, l'activisme et les positions fortes de Thomas Sankara sur le plan international dérangent de plus en plus. Les traditionnels partenaires et amis de l'ancienne Haute-Volta et quelques voisins apprécient moyennement ces attaques et cet activisme, cette révolution qui bouleverse les habitudes. Ils vont rapidement le lui faire savoir, comme nous allons le voir dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Thomas Sankara. À l'intérieur du pays aussi, l'austérité qu'impose cette révolution, la lutte contre la bourgeoisie qui s'intensifie, la redistribution des terres et des parcelles ne fait pas que des heureux. Surtout que certains en profitent de plus en plus pour régler des comptes. Rendez-vous juste après une nouvelle édition du journal sur RFI pour la suite des archives d'Afrique. Les archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Les normes de développement que l'on nous impose sont des normes qui sont valables ailleurs et pas toujours valables en Afrique. Je constate que le débat avec l'Afrique se passe toujours à travers les mêmes canaux qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas évoluer. Or, l'Afrique a changé, l'Afrique a évolué. L'Afrique d'hier est une Afrique qui était essentiellement représentée par, j'allais dire, des grands électeurs. Aujourd'hui, la plupart des Africains sont devenus les grands électeurs. Et c'est avec cela qu'il faut compter. Oser inventer l'avenir. Rompre avec le statu quo. C'était cela son projet pour son pays lorsqu'avec 3 autres capitaines de l'armée, il prend le pouvoir et instaure une révolution dans ce territoire qu'il va baptiser Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Un idéal qui, depuis le 4 août 1983, a considérablement modifié le visage de ce territoire de 274 200 km² sans richesse minière, brûlé de part en part par le soleil 9 mois par an. C'est le pays tout entier à travers les différents organes populaires créés pour accompagner cette révolution qui sur l'ensemble du territoire se déploie, travaille, cultive, organise, structure et distribue à chacun les tâches et les rôles à lui dévolus. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale Thomas Sankara. Il n'y a pas de plus grand fétiche que le peuple. Le fétiche le plus puissant, celui que l'on ne pourra jamais vaincre, c'est le peuple. Le peuple a effectivement pris le pouvoir. Le fétiche du peuple opère puisque partout il travaille. Il s'investit dans les projets de toutes sortes. Construction de barrages, des écoles, des dispensaires, des puits. Une bataille du rail a même été lancée après la réticence de la Banque mondiale à financer ce projet. Chaque Burkinabé et même les amis de la révolution de passage dans le pays ou invités pour le festival panafricain du cinéma sont sur le chantier. Chacun travaille au moins à poser un rail, des traverses ou préparer des remblais. Mais le projet du chemin de fer du Sahel, la bataille du rail, comme nous l'appelons à Ouagadougou, qui doit nous conduire de Ouagadougou jusqu'à Tambao, vise à désenclaver la région nord, vise également à exploiter les richesses qu'il y a là-bas au nord, à Tambao, de manganèse. Et ce projet se poursuivra, nous le poursuivrons toujours. Le chemin de fer que nous envisageons de réaliser ne vise pas seulement à désenclaver le nord du Burkina Faso. Au contraire, nous avons l'ambition de desservir le Niger et le Mali. Les contacts ont été pris et tout récemment, je m'en suis entretenu avec les chefs d'État du Niger et du Mali pour leur montrer l'intérêt qu'il y aurait à ce qu'un chemin de fer allant jusqu'à Tambao, nord Burkina, puisse bénéficier de 2 bretelles, une vers le Niger, une vers le Mali. Celle du Mali irait initialement à Ansongo et par la suite un peu plus loin. Celle du Niger pourrait aller jusqu'à Tera et à Niamey. Donc nous engageons des pourparlers dans ce domaine-là, parce que nous n'avons pas pour intention de nous développer de façon isolée, de façon léthargique, mais au contraire, de façon extravertie. Produisons, consommons burkinabé. C'est le mot d'ordre qui oblige d'ailleurs les fonctionnaires à porter le faso dans le fani. C'est l'habit traditionnel que l'on oblige les agents du service public à porter 2 fois par semaine au travail ou lors des cérémonies officielles. Une décision qui vise à valoriser la culture nationale. Ce qui va d'ailleurs amener les femmes à se lancer en masse dans le filage et le tissage. Le coton étant l'une des principales productions agricoles du pays. Édouard Ouedraogo, directeur de publication de l'Observateur. Je me suis marié en 71, mais je me suis marié en tenue traditionnelle. Parce que je me disais, mais c'est pas possible. Pourquoi nous allons nous marier en smoking ou en costume cravate? Ben, nous avons aussi notre tenue, on le fait. J'étais en tenue traditionnelle, mon épouse était en tenue traditionnelle et non pas en voile. Vous voyez, il y a un certain nombre d'idées forces comme ça que nous partageons tous. Dans la capitale et les autres centres urbains à travers le pays, en plus de nombreux monuments qui fleurissent à la gloire de la Révolution, on se mobilise dans la bataille du rail. Édouard Ouedraogo, directeur de publication de l'Observateur. Nous disions aussi, mais écoutez, si les capitalistes ne veulent pas nous donner les moyens pour faire Tambao, on va le faire par les investissements humains. Pendant les vacances, nous tous étudiants, on se met au travail et on mange à la popote commune à midi et on monte avec les rails jusqu'à Tambao. Voilà des idées que étudiants, sans être forcément révolutionnaires, ont partagées. Dans les grandes villes du Burkina, notamment à Ouagadougou, de nouveaux quartiers sont nés. Les cités de l'an 1, de l'an 2, de l'an 3. La plupart des quartiers populaires ont été reconstruits. Il a même été décidé une distribution des parcelles de terre sous l'égide des comités de défense de la Révolution, les CDR. Luc Marius Ibriga, professeur à l'université de Ouagadougou. La question du logement a été prise en compte
Et c'est sous la révolution que le commun des Burkinabés peut avoir une parcelle pour se construire une maison. Parce que la plupart des gens étaient dans ce qu'on appelle les zones non loties et ne rêvaient même pas d'avoir une parcelle. Et donc, il y a eu aussi les logements sociaux qui ont été construits et qui font que depuis lors, on n'a plus eu un système d'aide à l'accès au logement. Au Burkina Faso, on vit au rythme de la révolution, avec une diminution drastique du niveau de vie des populations, mais également des pouvoirs publics. Diminution des salaires, prélèvement pour le soutien à la révolution, suppression de nombreux avantages. Le président du Faso n'est pas épargné non plus, ce qui va créer quelquefois des situations cocasses, comme ce chèque sans provision qu'il émet à un parent et qui va revenir avec la mention de la banque « Camarade président, nous sommes au regret de ne pouvoir honorer votre chèque, votre compte n'étant pas suffisamment provisionné ». En fait, appartenir au gouvernement ou au régime en place n'apporte pas de réels avantages financiers, puisque les règles sont assez strictes et verrouillées. Ainsi, par exemple, le coût de réparation de chaque Renault 5 ministériel est régulièrement révélé. On dénonce les ministres qui ont accepté une première classe dans un avion. Dans l'équipe au pouvoir, c'est le ministre de la Défense, Jean-Baptiste Boukari Lengani, qui a le plus gros salaire mensuel. Moins de 200 000 francs CFA, soit 300 €, parce qu'il est le plus ancien dans le grade le plus élevé. Thomas Sankara a le 3e salaire après le commandant pharmacien Abdou Salam Kaboré. Les ministres civils, eux, ont également conservé leurs salaires antérieurs de fonctionnaires. En tant que membres du gouvernement, tous sont censés bénéficier d'indemnités de fonction. Mais ils ne les perçoivent pas puisque toutes les gratifications sont versées dans la caisse spéciale destinée à financer les projets d'investissement. En réalité, les ministres burkinabés tirent le diable par la queue, surtout lorsqu'ils sont en mission, obligés de descendre dans des hôtels des quartiers populaires ou chez de lointains parents. Comme ce ministre en mission à Addis Ababa, il va à l'ONU représenter Thomas Sankara. Il est obligé de descendre dans l'hôtel le Blue Nile, situé en plein cœur d'un quartier populaire, parce qu'il ne coûte que $20. Même le chauffeur de la Mercedes mise à sa disposition par le gouvernement éthiopien n'était pas très rassuré lorsqu'il venait le chercher chaque jour. Thomas Sankara estime plus nécessaire, plus urgent de construire les maisons pour sa population, des dispensaires, que de s'occuper d'améliorer les conditions de ses collaborateurs et des ministres. Ainsi, il va refuser l'aide de Christian Nucci, le ministre français de la coopération, qui lui propose de fournir des voitures de fonction à tous ses ministres. Il demande à la place des camions pour transporter des produits agricoles. François Mitterrand lui propose des armes. Il préfère à la place un don en engrais chimiques et en matériel agricole. Commandant pharmacien Abdou Salam Kaboré. Moi, j'ai passé 4 années au gouvernement, j'ai toujours touché mon salaire de pharmacien commandant. Salaire de ministre, je ne connais pas. Et lorsque nous partions en mission, nous était donné que lorsqu'on avait des récompenses, en fait, des petits cadeaux, on les rapportait. Par exemple, je vais au Gabon, le président Bongo dit, bon, monsieur le ministre, il y a un magasin d'art à côté, achetez-vous le babiole, 2 millions, il les met dans ma poche. Je viens avec les 2 millions, je les mets dans la caisse de solidarité révolutionnaire. Et ça, nous l'avons fait plusieurs fois. C'est vrai que ça finissait par peser sur les gens. En effet, cette austérité, ce modèle plutôt sobre, s'il séduit la population et les observateurs étrangers, plutôt habitués au luxe des ministres africains, s'il fascine et attire la presse internationale, il suscite dans le même temps de plus en plus l'opposition de quelques personnalités, de certains cadres dans le pays, qui dénoncent ces signes extérieurs de pauvreté. Ceux qui organisent le boycott de l'économie du Burkina Faso, c'est la petite bourgeoisie du Burkina Faso. La petite bourgeoisie du Burkina Faso, c'est la cible. Il faut qu'elle accepte, qu'elle s'adapte à la révolution. C'est la lutte des classes. Jean-Marc Palme, ancien cadre de la Révolution proche de Blaise Compaoré. Bon, je pense qu'en fait, on a utilisé un ensemble de termes tels que par exemple la bourgeoisie, etc. À mon avis, c'était excessif, ça ne correspondait pas réellement à une réalité. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y avait une certaine couche de population qui utilisait la société, qui utilisait l'État en fait, pour s'engraisser et s'enrichir. De par leur position, ils pouvaient avoir soit accès à un ensemble de profits, mais je ne pense pas que ça aille au-delà. Au fait, là, lorsqu'on a fait les TPR, les tribunaux populaires de la révolution sous le CNR, on s'est rendu compte de la réalité. Les gens n'étaient pas aussi bourgeois, n'étaient pas aussi riches que ça. Hein. C'était finalement un mythe. Fidel Kientega, conseiller diplomatique et chef du département affaires politiques de Thomas Sankara. L'important n'est pas dans les biens accumulés ou en petitesse ou en grande quantité par cette bourgeoisie, mais c'est ramener ça à l'échelle du Burkina ou de la Haute-Volta à l'époque. C'était la même chose, avec ce sentiment
sentiment d'exploitation, avec ce sentiment de gens qui sont faits pour être, comment dirais-je, au service des autres, sans en tirer quelque chose pour eux-mêmes et pour leur famille, pour l'avenir de la nation. C'était cela le symbole que Thomas combattait. Ce symbole, cette bourgeoisie, il va la combattre en multipliant les mesures pour l'obliger à redistribuer leurs biens, ce qu'ils auraient, selon la Révolution, accumulé sur le dos du peuple. De ce point de vue, d'ailleurs, je me rappelle ce qu'il disait en citant aussi quelqu'un dont je ne me rappelle plus le nom, je crois que c'est Honoré de Balzac. Il a dit ici que le secret des grandes fortunes sans cause apparente est un crime oublié parce qu'il a été proprement fait. C'était une conviction qu'il avait que tout ce qui est grande richesse, à peu de choses près, c'était aussi sur la sueur des autres qu'elle était bâtie. Et c'était de ce point de vue une injustice qu'il voulait combattre. Ainsi, les textes vont se multiplier dans le sens de les fragiliser, comme ce décret à la radio qui décide de la gratuité des logements pour l'année 1985. Une décision qui va pénaliser les propriétaires. Jean-Marc Palme, ancien cadre de la Révolution. En réalité, le problème de la gratuité des loyers à un moment donné, c'était une conjoncture précise. Thomas avait besoin d'argent pour régler des dettes pressantes. Il ne savait pas comment faire. Et c'est là, il est passé par ce moyen. Je ne vous dirai pas quelle dette c'est. Bon, parce que si je dis quelle dette c'est pas... Et il y avait des dettes, il était pris à la gorge, il fallait rembourser. Donc, comment? Il a trouvé ce moyen. On déclare gratuit les maisons. Ceux qui ont des maisons, ils laissent le loyer à la population et au gouvernement. Et le gouvernement, à travers justement donc ces loyers versés, pouvait donc payer, faire honorer la dette qui était pressante. Mais on a trouvé, c'est politique, on a trouvé cette fille de dire qu'on a utilisé ça par exemple pour des investissements. On a dit c'est la CEPI. Ça a même failli créer un incident parce qu'il y a une ambulance qui était le fruit de la coopération avec la France où on a mis CEPI, enfin l'ambassadeur de France s'est gendarmé. Bon, ça, disons, c'est des petites subterfuges qu'on utilisait. Mais à ce qui concerne, par exemple, les trois maisons, jusqu'à présent, à moins que je me trompe, la loi ne permet pas à quelqu'un jusqu'à présent d'avoir plus de 2 terrains dans la ville. C'est vrai, l'autre réforme importante en matière foncière est la redistribution des terrains, des lots. Elle interdit à toute personne de posséder plus d'une parcelle dans la ville. Une mesure qui permet à tous les citadins de pouvoir se loger à peu près décemment. Luc Marius Ibriga, professeur à l'université de Ouagadougou. Pour ma part, ma famille a été spoliée à ce niveau, puisque mon papa avait un terrain avec un titre foncier, mais on est revenu, on a retiré le terrain, on a parcellé le terrain, on a attribué à des gens qui n'étaient même pas dans la zone, qui ont eu 2 parcelles sur ce terrain. Et à nous, un terrain pour lequel on a parcellé, ça faisait plus de 30 parcelles. On nous a donné une seule parcelle. Il a fallu qu'on introduise une requête, alors que les titres fonciers n'étaient pas annulés à l'époque, pour pouvoir, plus de 15 ans après, avoir un dédommagement. Redistribution des parcelles, redistribution des terres. Édouard Ouedraogo, directeur de publication de l'Observateur. Oh, là aussi, c'est un petit slogan, parce que s'il s'agit des terres agricoles, il n'y avait pas de problème de terre au niveau du Burkina Faso, au niveau de la Haute-Volta. Nous ne sommes pas un pays où il y a des choses, de grands propriétaires, des Lati, Fundiala, etc., comme en Amérique latine ou comme en Asie. Non, au niveau de la Haute-Volta, il y avait encore de la terre pour tout le monde. Et je pense qu'au niveau même des révolutionnaires, il y avait un débat dessus. Il y en a qui pensaient qu'il fallait plutôt encourager la naissance de l'agro-business pour prolétariser même des paysans. Il y en a qui disaient non, au contraire, il faut plutôt que les paysans travaillent la terre, etc., etc. Mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'à l'époque, ceux qui voulaient travailler la terre manquaient vraiment de quoi le faire. Étant donné les conditions climatiques du Burkina Faso, les terres étaient vraiment peut-être à la discrétion de tous ceux qui voulaient la travailler. Il nous faut déplorer que tout au long de cette année qui s'est écoulée, bien de gens au Burkina Faso aient encore continué de croire que l'on peut indéfiniment et impunément défier la révolution. Cela nous a placés dans l'obligation de leur dire de façon ferme, donc de les sanctionner, que la révolution est sacrée, que la révolution ne doit point subir la provocation. Si leur nombre décroît, malheureusement, quelques irréductibles persistent et qui nous mettent dans l'indélicate position de devoir dire ce que la révolution leur réserve comme mesure répressive. Parce que la révolution est pour protéger le peuple et non pour sanctionner. Mais chaque fois que nous l'avons fait, chaque fois que nous avons été contraints de le faire, nous l'avons fait dans le seul intérêt de notre peuple. C'est pourquoi nous savons que chacun nous comprendra lorsque certains éléments
dits de gauche, certains éléments dits révolutionnaires, mais en réalité contre-révolutionnaires, se sont mis dans la position d'être sanctionnés. Nous avons dû sanctionner tout en tendant la main et nous continuerons de le faire. Mais également, nous demandons à chaque militant, à tous les militants, de comprendre que lorsque la révolution applique sa clémence, sa magnanimité, cela n'est point faiblesse. Bien au contraire, cela est l'application d'une ligne claire. Cela est l'application du respect des peuples. Cela est l'application de la conviction que nous pouvons transformer chacun, pour peu que nous en ayons la volonté et la détermination. Et de la détermination, il en a, Thomas Sankara. Il est décidé à transformer le visage de son pays, à mettre les Burkinabés résolument au travail, à changer les mentalités. C'est pourquoi il s'emploie à être sur les chantiers et à extirper avec l'aide des CDR, les comités de défense de la Révolution, les mauvais fonctionnaires, les faux employés du service public, ceux qui profitent du système. Il va les libérer. C'est ce qu'on va appeler au Burkina Faso les dégagements. Les employés indélicats, les paresseux, les patrons vont connaître des moments difficiles. Mais le président du Faso, avec ce train de mesure, avec ses coups de pied dans les différentes niches, ne se fait pas que des amis. Et si en plus dans son propre camp quelques-uns profitent du système, la situation risque de se compliquer un peu plus pour lui, comme nous allons le voir la semaine prochaine dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Thomas Sankara. Les mois qui vont suivre s'annoncent tendus pour le chef de la révolution burkinabé. Archives d'Afrique. Le jeu. Voici venu le moment que beaucoup d'entre vous attendent désormais avec impatience et frilosité. Celui du jeu Archives d'Afrique qui vous permet chaque semaine de gagner le coffret Les leaders africains du XXe siècle, volume 2. La semaine dernière, il fallait reconnaître l'auteur de ces propos. Chez nous, il y a un proverbe qui dit que s'il n'y a pas un traître dans le foyer, le sorcier du dehors ne peut jamais vous atteindre. Vous êtes des milliers à avoir reconnu le président Gnassingbé Eyadema qui a dirigé le Togo de 1963 à 2005. Les 10 premières bonnes réponses sur notre page Facebook, puisque cette semaine on ne jouait pas par téléphone en raison d'un souci technique, sont Balbin Cristal Deguenon, Alabi Kofi, Agama Tomfe, tous les 3 à Lomé au Togo. Koudou Ernest Wedji, à Abidjan en Côte d'Ivoire. Gérald Trésor Abassé à Samagan, à Thiès au Sénégal. Célestin Tilek à Douala au Cameroun. Saïd Younous N'Djamena au Tchad, Awalid Ben Khalid à Maroua au Cameroun, Mahamadou Diomandé à Abidjan en Côte d'Ivoire et Soumouna Iliassou à Niamey au Niger. Voilà pour les gagnants de la semaine qui recevront à leur adresse postale le coffret Archives d'Afrique, les leaders africains du XXe siècle, volume 2, avec une dédicace personnelle. Cette semaine, c'est peut-être à votre tour de gagner ce merveilleux cadeau en reconnaissant vous aussi l'auteur de cette phrase. Notre pays s'effondre. Le régime détesté qu'il exploite depuis tant d'années s'est décomposé. Depuis 14 ans, le pays a été exploité par celui qui s'en est fait proclamer empereur et qui, de plus, a rabaissé notre patrie aux yeux du monde par ses excès, son ridicule, sa folie de grandeur qu'il a entièrement ruiné. J'ai pris la décision de rétablir la République centrafricaine et de vous appeler officiellement à vous unir à moi aujourd'hui pour renverser la monarchie de Bokassa. Un peu facile. Qui est ce personnage marquant de l'histoire de l'Afrique? Tout de suite donc, à vos ordinateurs. Malheureusement, la question technique du répondeur d'Archives d'Afrique n'a pas encore été résolue, alors pas de téléphone encore cette semaine. À vos ordinateurs donc. Les 10 premières bonnes réponses sur notre page Facebook Archives d'Afrique recevront chez elles le coffret Les leaders africains du XXe siècle, volume 2. Je rappelle bien sûr qu'il faut, en plus de la réponse, nous préciser votre nom et l'adresse postale précise à laquelle nous ferons parvenir votre coffret. Nous laissez également votre numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre à vos ordinateurs. Et n'oubliez pas que vous avez également la possibilité de réécouter l'émission sur le site de RFI et de continuer de réagir comme vous le faites sur notre page Facebook. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de la série d'Archives d'Afrique consacrée à Thomas Sankara. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Bonne fin de week-end. Ce magazine vous a été proposé par le groupe NSIA Assurance et Banque, présent dans 12 pays d'Afrique subsaharienne.